Bonjour à tous, bonjour, welcome everyone. Nous comptons accueillir nous pour première conférence maritime qui a faite sous Zoom et non format digital. Et nous avons un horaire qui est vraiment chargé. Et nous voulons souhaiter tout le monde qui suit nous, que ce soit le monde qui est dans Zoom, que ce soit le monde qui est sur Facebook, sur l'autre plateforme digitale encore, le monde qui attend le cap relais. Nous dit que c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous lancer la première conférence. Dans un contexte qui est aussi délicat et aussi difficile par rapport à ce qui a passé dans le pays actuellement. Donc, ouais, effectivement, conjoncture a demandé en pile. C'est bon moment pour Haïtiens rassembler ensemble, côté pour nous porter ensemble l'idée, nos connaissances, nos forces travail, nos ambitions, nos intentions, pour nous garder qui ça nous a fait avec le pays ça. Mais en même temps, tout dans la conjoncture, en même temps, tout faut nous garder puis devant. Et c'est ça qui est important dans le cadre de conférences maritimes, qui sont premières conférences dans domaine ça dans le pays, hein. C'est pour nous capables, pendant que nous gourmet pour ça nous pas vle, mais tout nous commencer à organiser nous pour ça nous vle. Et nous commencer à organiser nous pour nous un Haïti qui planifié, un Haïti qui projeté et un Haïti qui organisé. Donc c'est dans ce sens ça, nous avons lancé la conférence hein, avec Fondation Haïti Maritime. Et là, nous avons honneur pour nous accueillir Jacques-Pierre Ossini, qui c'est lui-même, qui c'est directeur exécutif Fondation. Et c'est lui-même qui dit aucune chaîne ça n'a fait là. On connaît Ossini, on gens parler, mais vraiment parler de lui. Mais nous avons une opportunité pour nous présenter Fondation, hein, pour nous exposer ça, pour exposer, introduire la conférence. Là. Non pas M. Ralph Emmanuel François, c'est moi-même qui ai gagné pour modérer la conférence pendant tout ça. Et c'est vraiment un plaisir pour moi pour modérer avec nous. Si nous regardons, je ne pas tellement arrêté sous caméra tout le temps, c'est parce que moi, j'ai plusieurs plateformes de côté moi, j'ai plusieurs diapositifs, j'ai plusieurs écrans. Donc, pour moi, à la fois, c'est nous garder qui genre conférence a déroulé et pour moi, à la fois, tout capable organiser tout ça pour organiser sous écran qui devant chez nous. Donc, moi, je souhaitais que technologie en digital là, pas créer une certaine distance entre nous. Et maintenant, avant de passer la parole à Rossini, je vais dire deux bagailles. Première, c'est que son conférence qui a dans trois langues, créole, français et puis anglais. Normalement, haïtien, parce qu'il y a des étrangers dans la conférence en tout. Haïtien, a fait en créole et en français et puis prioritairement créole, donc pour permettre nous saisir l'idée qui est originale, l'idée qui est importante. Ensuite, nous avons une présentation tout qui a fait en anglais. Et pour présentation en anglais, si vous sous Zoom, il y a une possibilité pour capable rentrer sous traduction automatique, ça veut dire pour tout temps des présentations qu'a fait en anglais et en français. Donc, c'est une façon pour nous introduire nous dans le domaine, pour faire comprendre le domaine puis bien, garder qui opportunité il y a là-dedans, garder qui place Haïti gagne et comprendre tout qui gens Fondation Haïti Maritime voulait aller dans ce sens. Je sens que le monde qui est dans Zoom, là, peut-être que qui comprend le fond, est-ce que si vous pouvez parler, vous pouvez mettre le Zoom, donc, vous êtes capable vraiment gérer ça. Parce que y a un bruit qui a sorti, s'il vous plaît. Ossini, est-ce que vous là? Oui, moi là, et moi t'es sous mute, et moi t'es sous sourdine, et là présentement tout le monde sous sourdine. Bonjour. Bonjour, Ralph. Bonjour. Qui joue ensemble? Ben, et moi content, et Mabdou, merci pour belle introduction ça que vous faites, hein, vraiment, et nous sentons en de bonnes mains. Et je l'ai dit, n'a commencé, n'a dit tout le monde qui t'est inscrit et qui t'est connecté matin. Un gros merci, un grand merci à tout le monde de participer à cette première conférence maritime d'Haïti. Et moi, pour le partager écran, moi, avec nous. Et puis, comme ça, parfait. Et une seconde. Oui, Parce nous avons fait le plus possible pour nous faire une présentation de gens interactifs parce que nous connaissons que ce n'est pas présentiel. Donc, pas que c'est cassé, c'est juste pour nous faire message à les gens. Aussi, c'est partager l'écran. bon. Et
Moi, passé dans le moment, tout le monde après écran par maintenant. Et avec certaines notes biographiques, bonjour tout le monde et bonjour à tous et bienvenue à la première conférence maritime d'Haïti. Kevin Tounet, membre de la Institute of Chartered Shipbrokers. C'est une organisation mondiale basée à Londres qui réunit les courtiers maritimes agréés du monde entier. Donc, avec expérience ça, yo, m'a dit nous que le plus important dans tout ça que t'as passé, yo, c'est que aussi loin que me rappeler, en 2010, 2011, m'était commencé à rendre moins compte de qui privilège ça t'est représenté, au moins pour me joindre une opportunité, étudier et évoluer dans le secteur maritime. Année après année, secteur ça, il vient forger et mon moyen, expérience moyen, yo, et pour le aujourd'hui, secteur maritime là, il vient tourner en partie dans identité. Et même moment, m'te rendre moi compte de un privilège qui était, et que était représenté, m'te rendre moi compte tout que, il y a l'autre jeune haïtien qui était venu DM, il pense qu'on gagne une trajectoire qui était devant, s'il était voulu étudier dans le secteur maritime, pour le temps étudier là-dedans. Et là, je ne parle pas seulement du transport maritime, là, je parle de quel que soit branche-là, que ce soit le transport personnel navigant ou personnel de gestion à terre. Je parle de la pêche et de l'aquaculture, je parle du droit maritime, du commerce maritime. En tous les cas, quel que soit jeune haïtien qui t'a dit, au quand ça passé, m'envie d'étudier dans le secteur maritime, là, il n'y a pas de bien en trajectoire qui était devant le pour le faire. Donc, c'est comme si naturellement, nous t'es senti, nous t'es une vocation et qui n'est là qu'à moins pour nous assurer que prochaine génération jeunes haïtiens, yo, si yon n'a une vocation pour l'entrée dans le secteur maritime, que le connaît exactement qui côté pour l'aller, à qui est-ce pour le parler et qui gens l'a fait ça. C'est pour ça que le premier pilier stratégique de la Fondation Haïti Maritime, c'est l'éducation. C'est la vision que nous allons développer des partenariats pour établir en Haïti un bassin de compétences maritimes. Et là, on ne pas parler seulement de carrière universitaire, et droit maritime, commerce maritime et tout. On parlé de toutes les carrières de niveau de base, de niveau technique, de niveau universitaire et de niveau de recherche. Parce que c'est seulement là que nous réunissons bassin de compétences que le pays a commencé capable de recevoir des investissements parce qu'il y a bien monde capable travail, gérer, à bien en main-d'œuvre qualifiée dans le secteur ça. Mais avec le temps, nous venons rendre compte qu'il y a l'autre aspect tout. C'est que créer un bassin de main-d'œuvre, établir un bassin de main-d'œuvre, c'est une. Mais encore faut-il que monde qui graduent aient une opportunité pour travailler dans le secteur maritime. Ça veut dire, une fois qu'on réunit certaines conditions et certains standards internationaux, un jeune haïtien est capable de travailler dans des compagnies étrangères, dans le transport maritime, par exemple, même j'ai un jeune Philippin qui a fait, même j'ai un jeune Russe, il fait, même j'ai un Américain, un Canadien, le fait. Donc, il fallait faciliter l'accès à l'emploi maritime à ces jeunes-là et ou faciliter la naissance, la création de PME maritimes. Il y a un jeune, par exemple, qui a envie d'ouvrir compagnie la logistique maritime, ou bien qui a envie d'ouvrir un service au bateau de pêche. Et il y a un monde que c'est élaborer des filets de pêche, ou bien il y a un constructeur bateau qui a ouvrir entreprise li, que bon trajectoire devant moun sa yo pour ouvrir entreprise maritime yo. Donc, c'est pour ça que le deuxième pilier de la Fondation Haïti Maritime, c'est l'économie et par là, l'intégration à l'emploi ou à la création d'entreprises pour rendre l'économie maritime d'Haïti dynamique. Et là, on arrive au troisième pilier, c'est l'environnement. C'est parce que, quel que soit sa affaire, nous pas qu'à faire de façon qu'à détruire l'environnement. L'environnement, c'est nous. Nous pas qu'à survivre sans lui, nous pas qu'à prétendre faire aucun projet sans lui. Et l'idée de base qui doit nous guider, c'est que quel que soit projet que d'après fait là-dedans, quel que soit emploi, quelle que soit entreprise que d'après ouvrir, faut que nous établissions de façon que action entreprise ça et pas détériorer environnement marin, écosystème marin, diversité. Faut que génération future yo joignent de meilleures conditions, non seulement sociales et économiques, mais aussi environnementales, écologiques et de biodiversité, de meilleures conditions que ça nous gagne aujourd'hui. Ça, c'est mission nous. Mission nous, c'est que le nous aller, parce que c'est aller nous aller, que le nous aller, ça qui vient après,
rejoindre de meilleures conditions. Et c'est pour ça que 3 piliers stratégiques, ça, l'éducation, l'économie et l'environnement, c'est eux-mêmes qui notre cœur Fondation Haïti Maritime. Avec, bien sûr, le fait que vision ça, pas ni yon monde, ni yon organisation qui est capable de faire le pour compte lui. Quel que soit le monde qui prétend travailler là-dedans, c'est collaborer avec d'autres organisations, que ce soit du secteur public, du secteur privé, des institutions gouvernementales, haïtiennes ou étrangères, des organismes internationaux, des organisations communautaires, des organisations de pêcheurs, des universités, des centres de formation, toutes les parties prenantes du secteur maritime. Rôle, nous, c'est pour nous un organisme de support entre toutes ces organisations-là, pour nous réunir tout le monde autour d'une vision, pour nous élaborer des projets, des programmes et en vision qui bénéficier secteur maritime haïtien et régional là, en entier. Donc voilà la mission de la Fondation Haïti Maritime. Pas déranger, m'a continué avec présentation thème conférence là. Donc, et pour tout le monde, et le thème de cette conférence, ce sera économie bleue et les pays moins avancés, le cas d'Haïti. L'économie bleue est vaste et la situation d'Haïti est compliquée. Donc, si pour nous te réunir un exposé complet et approfondi de l'économie bleue et des pays moins avancés, conférence ça peut-être fini. Par contre, ce que ça nous prend loin, c'est un survol de l'économie bleue mondialement et un survol de la situation d'Haïti. Ça qui a fait qu'à la fin, on a bien une meilleure vision de pour qui ça. C'est thème ça, nous avons choisi pour conférence maritime ça. On commence. Donc, l'économie bleue, là qu'on a parlé de l'économie bleue et définition qui est plus simple, plus directe, là, c'est la Banque européenne d'investissement. Elle implique tous les secteurs qui sont en rapport avec les océans, la mer ou les côtes. Donc, que ce soit le transport maritime et la pêche, l'aquaculture, le tourisme, il y a tout là-dedans. Par contre, il y a l'autre définition qui va en orientation sur qui façon économie ça les supposé et les supposé opérer. Disons que c'est pas seulement utiliser les ressources maritimes, mais les utiliser pour créer de la prospérité, pour améliorer l'emploi et la subsistance et des communautés et pour assurer la santé des écosystèmes. Encore une fois, nous tournons dans l'idée écosystème là. Et l'idée fondamentale qui était des économies bleues, hein, c'est Gunther Pauli qui était potel et l'idée, c'était celle d'une économie circulaire régénératrice. Par là, on entend une économie côté et quel que soit déchets ou bien restant de yon secteur, il est capable d'utiliser comme intrant de l'autre secteur. Ce qui fait qu'il y a bien plus d'emplois qu'à créer, plus prospérité. Et n'a créé moins de déchets, n'a contaminé moins. Par contre, économie bleue, ça, aussi vaste que lié, jusqu'à, c'est cool, nous commençons à faire un effort pour nous unifier mesure économie bleue, ça. Et Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et CNUSED, en cadre en anglais, en 2021, il a été fait un travail sur harmonisation des secteurs de l'économie bleue. Il y a une harmonisation qui permet que tout pays qui participe là-dedans, mesurer l'économie bleue de la même façon. Et on joint plusieurs secteurs là-dedans. Par exemple, les pêches maritimes, qui se passe de présentation, l'aquaculture et les écloseries. On a aussi le secteur du traitement des fruits de mer, tout ce qui est le salage et tous les autres traitements que les fruits de mer. Les minéraux marins, particulièrement le sel et le sable. D'ailleurs, 40% du sel utilisé dans le monde est issu de la mer et pas des mines de sel, mais de la mer. Et il y a le secteur des navires et équipements portuaires. Ça, ce sont tous les équipements qu'on utilise. Ce n'est pas le transport maritime en soi, mais tout équipement qu'il y a utilisé sur les navires et dans les ports. Un autre secteur, parce qu'il y a 13 secteurs comme ça, et les hautes technologies et autres. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on utilise il y a toute une série de secteurs de haute technologie, comme par exemple qui facilitait la détection des baleines pour éviter des collisions avec des navires. Donc, la haute technologie participe aussi à rendre cette économie bleue plus durable et moins destructrice pour l'environnement. Il y a le tourisme côtier et marin, tout ce qui est les hôtels, les resorts, les stations balnéaires,
et la pêche et les activités récréatives et marines côtières. Mais ce secteur n'inclut pas les croisières, par exemple, qui sont inclus dans le secteur I, transport maritime et services connexes. Ensuite, il y a les services halieutiques. Il y a un monde, par exemple, qui décidait d'ouvrir une compagnie pour installer des DCP ou bien des services pour installation de bassins d'aquaculture et tout. C'est dans le secteur, ça l'a tombé. Ensuite, on a les secteurs pour les activités, les services portuaires et logistiques, tout ce qui est manutention de cargo, entreposage, traitement des informations de cargo, les services environnementaux marins et côtiers, comme par exemple les compagnies qui aident à décharger les déchets des navires dans les ports ou bien des compagnies de captation de carbone, réduction de bruit. Donc, tout ça, des services qui rendent l'économie maritime plus durable. Et puis, bien sûr, il y a la recherche et le développement maritime. Et la dernière, les énergies renouvelables, comme par exemple l'installation de turbines éoliennes offshore et puis l'énergie maréomotrice, toute une série d'énergies renouvelables que nous sommes capables de jouer dans le globe. L'économie bleue aussi, et elle est tenue en compte par les objectifs de développement durable des Nations Unies, particulièrement l'objectif 14, la vie sous les océans. Mais dépendamment de l'activité, il y a l'autre secteur, il y a l'autre objectif. Là-dedans, par exemple, le travail décent et croissance économique, ça c'est l'objectif 8. Consommation et production durable, objectif 12. Zéro faim, objectif 2. Et action climatique, qui est l'objectif 13. Quelle est l'importance de cette économie bleue? Là, on parle de son importance économique dans le monde. Qui ça lui représente? Eh bien, 2021, évaluation qui a été faite de 1500 milliards de dollars, ce qui représente 3 à 5% du PIB mondial et la CNUSED avance même 7%. Et on s'attend que d'ici 2030, l'économie bleue mondiale représente 3000 milliards de dollars. Ça, c'est l'évaluation de l'OCDE. La subsistance de 3 milliards de personnes dépend de l'économie bleue. Littéralement, c'est juste en dessous de la moitié de la planète que vie, travail, ou bien subsistance, ou bien tout ça a fait, les relier à la mer d'une façon ou d'une autre. Dans la pêche et l'aquaculture, et 171 millions de tonnes pêchées, ça c'est une statistique de 2016, pour une évaluation d'environ 270 milliards par an. Et dans le monde entier, on estime que plus de 60 millions de personnes sont directement employées dans la pêche et dans l'aquaculture. En termes de transport maritime, si nous regardons l'autre secteur, et en statistique que nous entendons souvent, plus de 80% du transport international se fait par mer. Et en 2021, ça a été estimé à 11 milliards de tonnes de marchandises qui ont été échangées par voie maritime. Et cette statistique, retenez-vous bien, on s'attend à ce qu'elle double d'ici 2030 et à ce qu'elle quadruple d'ici 2050. Donc, le transport maritime, c'est vraiment la charpente même du commerce international. Et ça, c'est une partie importante de l'économie bleue. Le tourisme côtier, qui se passe de présentation, et sans rentrer dans d'autres statistiques, les pays moins avancés et les petits États insulaires en développement avaient reçu en 2021 plus de 41 millions de visiteurs par an. Donc, le tourisme, c'est un secteur principal, c'est un secteur primordial à capitaliser dans l'économie bleue. Maintenant, de la même façon que nous avons parlé des avantages de l'économie bleue, là, il faut que nous parlions des défis majeurs que l'y rencontre tout. Parce que tout le temps, on attendait que planète là, et on arrive à un moment vraiment critique de l'histoire de notre planète en termes de la survie, non seulement de l'être humain, mais aussi de la planète elle-même. Défi numéro 1, la surpêche et les pêches illégales non déclarées et non réglementées. Et on parle de surpêche, c'est toutes les fois que quantité ou bien façon que nous pêché une espèce là, li pas permettre de renouveler stock maritime. Donc, avec le temps, quantité l'a diminué, ce qui veut dire que les générations futures, il y a besoin de moins que ça nous-mêmes nous te joignent là. Et on estime que 34% des stocks marins présentement, ils sont pêchés en dessous de leur seuil de pêche durable. Ça veut dire qu'ils sont surpêchés. L'autre problème, c'est la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Ça, c'est quand des navires étrangers
et ils arrivent pas en haute mer, mais dans la zone économique exclusive d'un pays qui pas qu'à surveiller activité, et puis au pêcher Jean Roublé. Et en Haïti, nous gagnons des allégations, des cas, côté ils ont rapporté que ça passait tout. Problème de perte de biodiversité, qui est principalement dû à la surpêche et aux techniques de pêche qui sont destructrices. Et il y a des conventions qui s'attaquent principalement à ce problème, dont l'une, c'est la Convention de Carthagène. Ensuite, il y a la Convention de Washington ou la Convention CITES, qui est la Convention pour la prévention du trafic international des espèces en voie de disparition. Et dernièrement, c'était cette année, en mai-juin, et que les Nations Unies sont arrivées à un accord international sur la protection de la biodiversité en dehors des frontières maritimes. Ça veut dire en dehors de la zone économique exclusive de tous les pays. En haute mer, on va commencer à protéger la biodiversité, à établir des aires marines protégées en haute mer aussi. Le réchauffement climatique, qui est le principal fléau de notre temps, à cause de la concentration de gaz à effet de serre, la température augmente, les calottes polaires fondent, et niveau d'eau augmenté, il crée plus d'érosion, température de la mer montée, il crée des phénomènes qui sont moins prévisibles et plus destructeurs, plus intenses. Et avec l'augmentation de la température des eaux, et on a aussi la disparition de certains coraux. Donc, le réchauffement climatique il détruit des écosystèmes, acidifie les océans, parce que les océans, c'est le principal puits de carbone. Les océans recyclent à peu près 25 à 30% du CO2 qui est généré par les activités humaines. Donc, l'eau générée, c'est dans la mer à l'aller, et il crée tout déséquilibre ça dans l'écosystème. Et bien sûr, la pollution d'origine terrestre, parce que plus de 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km des côtes. Les plus grandes villes au monde, ce sont des villes côtières. Et on estime que 80% des déchets qui sont dans la mer sont d'origine terrestre. C'est pas nécessairement des bateaux, mais elles sont d'origine terrestre. Et on estime aussi que plus de 8 millions de tonnes de plastique par an atteint les océans. Nous-mêmes en Haïti, c'est quelque chose qui est bien connu. Ti bouteille Gina, ti bouteille Toro, tout plastique que nous achetons avec eux. Mais c'est pas ça seulement. Les déversements industriels, les déversements de l'agriculture aussi, là, que nous utilisons des fertilisants, et puis il y a érosion ou bien il y a la pluie fertilisant, ça c'est dans la mer à y aller. Et donc, pour cette pollution d'origine terrestre, la Convention de Carthagène attaque aussi ce problème. Et il y a aussi la Convention de Londres qui attaque ce fléau aussi. Et il y a la pollution générée par le transport maritime. Et depuis les années 50, en fait, l'Organisation maritime internationale a commencé à travailler sous fléau ça de la pollution des mers par les bateaux. Et dans les années 70, il est arrivé avec la Convention MARPOL. C'est la Convention pour la prévention de la contamination et par les bateaux. 6 annexes, chaque occupé de une catégorie de contamination différente. Annexe 1, contamination par les hydrocarbures, donc le pétrole. Annexe 2, par les produits chimiques nocifs. 3, par les substances emballées. 4, par les eaux grises. 5, par les déchets. Et 6, par les émissions de gaz. Et maintenant, nous arrivons à notre deuxième aspect de présentation. Là que nous finissons fait dessin, économie bleu Sahara, qui côté nous-mêmes en Haïti nous camper par rapport à l'économie bleue. Donc, en regardant le groupe pays moins avancés, ce sont des pays, par définition, qui ont des graves obstacles structurels au développement. Ils sont très vulnérables aux chocs environnementaux et économiques, et ils ont de faibles niveaux d'actifs humains. C'est pas sans raison que une mission Fondation Haïti Maritime, c'est renforcer les capacités humaines du secteur maritime en Haïti. Et dans ce groupe-là, on a 33 pays qui sont en Afrique, 9 qui sont en Asie, 3 qui sont dans le Pacifique, et une qui est dans la Caraïbe, c'est Haïti. Maintenant, on allait plus loin dans Haïti. Des statistiques générales, Haïti a été inclus au groupe des PMA en 1971, superficie de 27 000 km², 11,5 millions d'habitants à date.
et en PIB que la Banque mondiale estimait à environ presque 21 milliards de dollars. En termes maritimes, il y a une étendue côtière de 1771 kilomètres et il y a une zone économique exclusive de 103 000 kilomètres carrés. Et il y a une zone économique exclusive, c'est une zone maritime jusqu'à 200 000 nautiques de distance de la côte. Côté sous-zone, ça, c'est pays, ça seulement qui doit exploiter richesse. Et Haïti, l'image que j'ai regardée, c'est la zone économique exclusive d'Haïti, mais en réalité, leur simulation. Parce que cette ZEE, elle dépend aussi de comment nous avons négocié nos frontières avec nos voisins. Haïti, bien que nous ayons des frontières maritimes avec plus de 7 pays, nos définis frontières, ça va pas des accords seulement avec deux nations. Seulement Cuba, avec l'accord Haïti-Cuba de 1977, et la Colombie avec le traité Liévano-Brutus de 1978. Mais les frontières avec la République dominicaine, la Jamaïque, les Bahamas, la Grande-Bretagne pour les îles Turques et Caïcos, et probablement les États-Unis, avec la dispute de la Navaz, donc toute frontière maritime, ça, on n'a pas encore jamais négocié. Donc, ça n'a pas là son simulation de qui ça, zone économique exclusive haïtienne, les cas représentés. En termes de transport maritime, 2 ports internationaux, Port-au-Prince et le Cap Haïtien, 7 ports de cabotage ouverts au commerce extérieur, dont Saint-Marc, le Cap Jérémie, etc. Et Haïti a montré en 2020 un débit de conteneurs de 177 000 TU. Ce sont des équivalents de 20 pieds. Ça veut dire, ils ont estimé environ 177 000 conteneurs de 20 pieds étaient entrés en Haïti dans l'année ça. Mais si pour nous balayons comparaison, par exemple, et le port de Kingston en Jamaïque, pour la même année, avait eu un débit de 2 400 000 TU. Donc, presque 20 fois cette valeur-là. Et le port de Caucedo en République dominicaine, c'était 1 400 000. Le port de Pointe-Lissas à Trinidad et Tobago, c'était 200 000 et tout. Donc, on parle que la quantité de conteneurs de 20 pieds qui étaient rentrés en Haïti ne totalise pas la quantité de conteneurs qui étaient rentrés dans l'un des ports de ces pays-là. Et tout ça, nous connaît que volume transport cap bien dans le port, il dépend de marché, grandeur marché, il dépend de niveau de connectivité port, etc. Le cabotage en Haïti, et malheureusement, disons, et on parle de beaucoup de navires sous standard. On utilise la voile sur certains circuits et il y a des bateaux motorisés aussi. Mais les bateaux motorisés utilisés et sont en général des bateaux qui seraient considérés sous standard, ce qui génère beaucoup de risques, des accidents fréquents et un risque à la sécurité. En ce qui a trait à la pêche, Haïti, il y a une production nationale de 11 à 12 000 tonnes métriques. Par contre, on importait la même année de 16 à 21 000 tonnes. Donc, la quantité importée, elle est bien plus grande que celle qui est produite. Et on exporte certains produits comme les langoustes et les homards, par exemple, de 780 à 830. Et en termes de consommation, nous avons estimé que les Haïtiens, en moyenne, consommaient 5 kg de poissons par an, poissons et fruits de mer par an, alors que la moyenne mondiale, elle est plus autour de 20-21 kg par an. Donc, 4 fois plus. Et le tourisme côtier, il y a certains chiffres qui sont significatifs. Et 2007-2018, on parle de 795 000 passagers de bateaux de croisière, 1,3 million de touristes, des retombées de 620 millions de dollars. Mais ce chiffre-là, il est tombé 10 fois moins. En 2021, on parle de 148 000 touristes environ pour 80 millions de dollars de revenus à cause de la situation de sécurité critique qu'Haïti passe en ce moment. Sinon, aller dans l'autre aspect, qui institution qui peut occuper le secteur maritime Sarakounia. Et nous commençons par le SEMANA, et que n'a pas accueilli bientôt, le Service maritime et de navigation d'Haïti, fondé en 85, l'autorité portuaire nationale, qui a une histoire bien plus longue et qui a précédé 85, mais qui a été formalisée dans sa forme actuelle en 85, les gardes-côtes haïtiens et d'autres ministères qui, de par leur mandat, peuvent être impliqués dans les activités maritimes, comme par exemple les travaux publics, le ministère de l'Agriculture avec la direction des pêches et de l'aquaculture, l'administration générale des douanes, entre autres. Et si nous arrivons dans la législation,
Et bien que Haïti, c'était un membre fondateur de l'Organisation maritime internationale, en ce sens que nous étions parmi les premiers à ratifier la Convention de l'Organisation maritime internationale après 48, et Haïti l'a ratifié seulement à peu près 5 à 6 des plus de 60 conventions de l'ONU. Et on est membre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay. Et malheureusement, on n'est pas membre du protocole d'entente de la Caraïbe sur l'inspection des navires. On n'est pas membre non plus de l'Organisation hydrographique internationale. En termes de la pêche, on fonctionne encore avec le décret de 1978 et nous sommes membres de la FAO et partie de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui gère aussi la gestion des ressources et membre du mécanisme régional caraïbéen des pêches. Du point de vue de la protection de l'environnement marin, Haïti est le seul pays de la Caraïbe à ne pas avoir encore ratifié ni même l'annexe 1 de Marpol à propos de et prévention de la contamination par les hydrocarbures. Et on n'est pas membre non plus du protocole de la Convention de Carthagène par rapport à la prévention des marées noires. En termes de la pollution d'origine terrestre, on est membre de la Convention de Londres, c'est la Convention sur la prévention de l'immersion de déchets, Convention de Londres de 1972, mais on n'est pas membre du protocole de 96 qui est appelé à remplacer la Convention de 72. On est membre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets. Et d'ailleurs, la Convention de Bâle qui est née à partir d'un cas, et en partie à partir d'un cas qui a impliqué Haïti, qui a impliqué un bateau, le Kiansi, qui était arrivé en Haïti avec un chargement qu'on disait qui était des engrais, mais en réalité était des déchets. Et on n'est pas membre non plus du protocole de 1999 de la Convention de Carthagène sur les pollutions d'origine terrestre. En termes de protection de la biodiversité, on n'est pas membre du protocole de la Convention de Carthagène en rapport avec la création des zones spéciales. Et on n'est pas membre non plus de la Convention de Washington sur la prévention du trafic international des espèces en voie de disparition. Et on n'est pas membre non plus de la dernière Convention des Nations Unies sur la protection de la biodiversité en dehors des limites nationales. Et en termes du commerce maritime, on est membre de l'Organisation mondiale du commerce, membre de l'Organisation mondiale des douanes et un membre du mécanisme régional CARICOM. Donc c'est pour ça, cher public, c'est toute bagaille ça qui explique que matin, thème que nous pourrons explorer plus spécifiquement dans la conférence, c'est économie bleue et pays moins avancés, le cas d'Haïti. Nous pourrons avoir plusieurs conférenciers et moi penser Ralph, des capables de nous, regarder qui conférence qui venir après. Merci beaucoup. Vous allez bien Kounia aussi? Parfait, nous t'entendons bien Kounia. Merci. Ah, ok. Merci un peu pour la présentation. Moi, je voulais rappeler tout et pour vous rappeler que aussi, il vraiment un plaisir avant pour me modérer le panel ça, pour me les thèses ou et vous moyen sous administration maritime ici. Donc, pour information, travail aussi bien, si vous pouvez, si moi, travail ou c'était garder sous le maritime, en tête de l'administration maritime, faire diagnostic Haïti, ensuite analyser différents modèles académiques d'administration maritime, et en fonction de l'analyse de plusieurs modèles académiques qui existaient, et puis diagnostic qu'on fait sur le secteur maritime haïtien, ou proposer un modèle d'administration maritime pour Haïti. Et ça fait en 2017. Donc, si ça va, oui. C'est exactement ça. C'était thèse de maîtrise à l'Université Mémorial de Terre-Neuve et c'est intentionnel pour nous rendre ça disponible sur le site web organisation pour que les libre d'accès pour tout le monde. Je vais rappeler ça au début parce que des problèmes dans son. Okay. L'autre a fait introduction, l'autre a dit que qui genre pour jeunes qui fait moins songer. Pour tout le monde attendait mal l'école avec aussi nous fait toute année secondaire nous ensemble.
Yon nan bagay ke mte kembe aussi, c'est le ou jwen bourse lan pour génie maritime. Ensuite, nous tout regarder l'autre. Qui ça est, ça est. Comment génie maritime, il n'était pas sonné bizarre parce que nous connaissons Haïti en général, on finit une série de métiers qui comprennent qui très figés. C'est médecin, ingénieur, avocat. Donc, c'est ça qui est nouveau pour nous. Donc, c'est une façon, moi-même, je vous remercie en pile pour Fondation Haïti Maritime. Merci pour et merci pour façon pour contribuer. Et merci tout pour rêve ça que nous connaissons depuis plus de 10 l'année côté dit non, moins senti une responsabilité que faut me faire bagaille. C'est pas pour me voir me connaître ça, c'est pas pour me voir pour juste parler mais pour me donner plus contexte sur qui est souillé ensuite pour nous tout capter pour connaître que cette période où fait 20 ans et à l'extérieur ou des Canada ensemble avec moi, je me rappelle tout c'est ou des lauréats national baccalauréat 2000 sous tout IA 2001 deuxième lauréat national tout ensuite tout est gagné une année dans la faculté de sciences là c'est dans 2002 que des jeunes bourses ça pour arriver Venezuela. Donc ça c'est pour bah pour le contexte à qui est-ce qu'on a fait ensuite qui gens tout pour nous pour enrichir avec Fondation Haïtienne Maritime reste à journée aujourd'hui mais d'y nous commencer à faire. Donc avant même que de bagaille m'a fait juste présenter conférencier ensuite après pour ouvrir par les conférences là m'a bien pour un mot de bienvenue de représentant Semana qui c'est t'a dit on voit tactique dans travail qu'on faire. Pour conférencier on a gagné professeur Justine qui dans l'université de l'État d'Haïti comme Saint-Christophe Limonade, lycée géographe et enseignant chercheur. Ses recherches portent sur l'aménagement et la gestion des littoraux, la mondialisation maritime, la protection des écosystèmes marins et côtiers, le changement climatique, le développement local et l'observation du patrimoine culturel. Terrain Caraïbes. Donc, il est important tout pour nous faire des connaissances avec les Haïtiens qui sont experts, qui sont scientifiques maintenant. Et c'est occasion ça que la conférence offre pour nous commencer à comprendre que dans le domaine maritime, bien que nous loin, à travers exposer aussi, surtout en termes de cadre légal, on a besoin de loi dans le pays, on a besoin de parlement dans le pays pour nous rentrer un type de convention dans le standard. Mais vous présenter tout, faire monde dans le public, faire connaissance avec les Haïtiens. Après, professeur Justine Baudelaire-Gentil, nous avons tout ingénieur architecte Alexandra lui-même qui sorti dans l'université Nantes, mais une université qui est à Centre national de recherche scientifique. Et c'est un doctorant de la fond doctorat en géographie et changement climatique. C'est coordonnatrice du ministère haïtien de l'environnement. Ses recherches portent sur la résilience climatique, la gestion et la gouvernance des aires marines protégées, la conservation de la biodiversité côtière et marine, l'intégration des populations locales dans les stratégies de conservation, terrain et Caraïbes insulaires. Donc, nous te présentons un petit peu CV, biographie, Justine Baudelaire-Gentil, nous te présentons ingénieur architecte Alexandra Vanessa Destiguerre, et puis nous avons bien professeur Michel Dess, lui-même qui est à l'université de Nantes, professeur des universités, sa recherche porte sur les territoires littoraux, la mutation des usages, les conflits, le tourisme et les loisirs nautiques, l'adaptation au changement climatique, les crises, les aires marines protégées. Terrain, il travaille dans Caraïbes, Maroc, Afrique. Et puis, autre événement, nous avons gagné un capitaine, c'est docteur V. Les présentations en anglais. Bien vraiment pour me présenter le docteur Vakili dans la présentation un peu plus large. Le docteur Vakili lui-même, c'est un research fellow dans l'université Southampton. Il est post-doctorat. C'est en anglais, il m'a appelé un petit peu plus tard, il m'a bien pour présenter. Mais qu'on y a plus focus sur la présentation présentateur haïtien et français. On a bien Carlo Chancelier que nous habitués avec un pile. C'est un consultant dans l'hôtellerie et le tourisme. Qui gagne comme mission pour aider les opérateurs d'entreprise gestion hôtelière rationaliser les opérations et puis réduire les coûts. Carlos, son professionnel haïtien qui gagne plus passé 15 années d'expérience combien dans le vente, marketing, développement commercial qui a l'industrie hôtelière et tourisme.
Carlo, tout le chancelier, il y a un vaste réseau, il pose un vaste réseau, et on emprunte tout dans la région Caraïbes et l'Amérique latine. Nous avons eu l'occasion pour nous tendre devant Carlo, il y a une grande passion pour le tourisme durable et le développement communautaire les plus vulnérables. Donc, présentation Carlo à lui-même la pour demain. Ensuite, nous intervenons encore dans le c'est Grégoire Toumontari. Grégoire est associé de recherche senior au Centre pour la gouvernance de l'Université de Portsmouth au Royaume-Uni. Ces sujets de recherche fortes sont essentiellement liés à l'écologie littorale marine, notamment les aires marines protégées, la gestion des écosystèmes littoraux, la quantification des services écosystémiques, mais aussi la pêche artisanale et industrielle. Donc, ces terrains de recherche sont essentiellement l'Afrique de l'Ouest, la zone Caraïbes, la France et les territoires d'outre-mer. Et puis, Nabi, encore pour dernier conférencier, c'est ingénieur hydrographe Mathieu Poli, c'est lui-même haïtien, il est ingénieur civil et hydrographe originaire d'Haïti. En 2012, il a obtenu sa licence en génie civil après avoir poursuivi ses études à l'Université d'Haïti. Ses études en hydrographie ont été poursuivies au Brésil au sein de la marine brésilienne en 2014. Depuis 2009, Mathieu Polite Depuis 2009, Mathieu Polite a occupé plusieurs fonctions importantes de l'administration publique, particulièrement au service maritime et de navigation d'Haïti, qui c'est SEMANA, au sein du service hydrographique. Donc, en tant que professionnel, Mathieu fait aussi partie des experts nationaux et travaille sur la cartographie multirisque des régions du Grand Nord et de la Grande d'Haïti. Mathieu est cofondateur d'une association et propriétaire d'une firme de construction en Haïti. En septembre 2022, Mathieu a obtenu un certificat comme gestionnaire d'aide à la navigation de l'Association internationale de signalisation maritime en France. Présentement, Mathieu fait une maîtrise en sciences géomatiques à l'Université Laval, Québec, Canada. On a parlé du secteur maritime. Nous nous gardons par rapport avec la distance qui est ensemble de travail pour nous faire, mais quelque part, nous sourire le visage, nous avons de l'optimisme parce que nous gagnons des capacités en termes de ressources humaines haïtiennes pour ce secteur ça. Et c'est opportunité cette conférence à offrir journée aujourd'hui pour qui j'en ai rentrer et pénétrer dans le domaine. Donc, faire des pour cette place à tout panel côté m'a bien pour gérer des sujets sur le modèle gouvernance et marine protégée. Et Ralph, oui, tu as une difficulté tendez la dernière. Est-ce que c'est le moment de recevoir le mot du Semana? Oui, c'est le moment de recevoir le mot du Semana. Est-ce que Semana est un honneur de prononcer en ce lundi 2 octobre 2023 les propos de bienvenue et d'ouverture de la première édition de la conférence maritime d'Haïti sur le thème économie bleue et pays moins avancés qu'à d'Haïti. En ma qualité de directeur de la protection du milieu marin, hydrographie et océanographie, je voudrais tout au début de mon intervention vous transmettre les chaleureuses salutations de mon directeur général, le directeur général du service maritime et de navigation d'Haïti, Monsieur Éric Prévost Junior. Et vous fait part de son grand intérêt pour le développement du secteur maritime en Haïti. Monsieur Prévost a voulu être présent, mais il est empêché par d'autres obligations étatiques, car ce lundi 2 octobre marque non seulement le début de l'année fiscale 2023-2024, mais aussi la réouverture des tribunaux. Vous savez qu'en cette circonstance, il doit être présent dans ses activités. Il m'a délégué pour vous présenter les mots de bienvenue. En effet,
L'économie bleue est au cœur de la stratégie du CEMANA, l'autorité maritime d'Haïti. Cet organisme, le CEMANA, est une institution autonome de l'État haïtien sous tutelle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Cet organisme est créé le 5 mars 1982 par un décret présidentiel et ce décret a été modifié en novembre 2017 par une loi. Maintenant, le CEMANA est régi non pas par un décret, mais par une loi. Le CEMANA a pour mission de réguler les secteurs maritimes haïtiens, de s'assurer du bon fonctionnement du cabotage national, de mettre en place les aides à la navigation et les infrastructures maritimes, par exemple le balisage des ports, l'installation des phares, d'encourager la pêche et l'aquaculture. Bref, le CEMANA est là aussi pour encourager les investisseurs à embrasser les activités liées à la mer, où transitent plus de 80% des biens nécessités par la population. Une conférence sur l'économie bleue devient alors plus qu'importante. Le CEMANA appuie toute initiative dans ce sens. Le CEMANA appuie vivement cet événement et espère que les résultats de ce mini-sommet viennent apporter des réponses aux questions généralement posées sur l'économie bleue, sur le développement d'Haïti et le rôle de l'économie bleue sur le développement durable tant espéré par le secteur maritime haïtien et le pays tout entier. Sur ce, encore une fois, au nom de mon directeur général, M. Éric Prévost, je vous dis bienvenue à toutes et à tous et bonne conférence. Merci. Merci à vous, directeur Serum, d'être parmi nous et malgré toutes les contraintes et les difficultés du moment aussi de pouvoir représenter le CEMANA parmi nous, c'est vraiment à nous de vous remercier.